Bienvenue dans un nouvel épisode de JCP. Alors dans cet épisode, nous allons parler d'un document qui vient d'être publié par la Banque de France, qui est une lettre au président, dans laquelle donc la Banque de France fait l'état de la situation française au niveau économique budgétaire et fait des recommandations. Et nous allons revoir ceci dans le détail. Avant toute chose, je précise que je ne suis qu'un citoyen ordinaire. Comme tout le monde, je peux me tromper. Aussi, je ne suis pas responsable de vos décisions ou de vos actes. Donc sur le site de la Banque de France, que je vous conseille de regarder régulièrement, on trouvait cette semaine donc une nouvelle, un document qui a été produit, donc une lettre au président de la République qui était sortie le 9 avril, en fait le 10, qui a été revue le 10 avril. Donc cette lettre que vous pouvez télécharger, vous retrouvez en fait un peu une vision de la Banque de France sur la situation actuelle en France, et on va voir dans le détail un peu plus que cela. Donc dans cette lettre, qui est donc 2025, parce qu'en fait c'est un document qui est produit tous les ans par la Banque de France, donc qui a été produit, qui a été envoyé au président de la République, au président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, donc le 9, revu le 10 avril 2025. Donc la Banque de France a fait ce document cette année sur la problématique de l'inflation. On va regarder le plan. Donc la problématique de l'inflation qui est en train de se stabiliser, qui tend vers les 2%. La problématique actuelle avec Donald Trump, la situation américaine, qui vient chambouler un peu tout ça, et quels pourraient être les impacts. Et avec en fait en gros des conseils ou des indications de ce qui pourrait être fait pour retrouver la maîtrise de notre destin économique, donc l'urgence d'une mobilisation générale, sur 4 axes, donc ancrer notre souveraineté monétaire, reconquérir notre souveraineté budgétaire, collectivement travailler plus et travailler mieux, activer les atouts de l'Europe. Si on revient d'ailleurs sur ce troisième volet, travailler plus et travailler mieux, en fait on retrouve finalement ce que le Premier ministre François Bayrou disait dans son discours 5 jours après, le 15 avril. Donc il a présenté, enfin je ne vous en parle pas cette semaine parce que finalement il n'y a pas grand chose à en dire, rien de bien intéressant sur le contenu. Et puis vous avez peut-être déjà entendu, mais il y avait un sujet, enfin en gros il disait nous ne produisons pas assez, nous ne travaillons pas assez. Ça a été bien sûr interprété un peu dans tous les sens, aussi bien pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons un peu d'ineptie. Mais ça rejoint en fait ce qu'il dit dans ce document de la Banque de France, la problématique du volume de travail et du volume de production qui a des lacunes vis-à-vis des autres pays européens. Et en fait, on voit que l'élève Bayrou a copié sur son camarade Villeroy de Galhau sur ce sujet-là. Sur la première partie du document, je vais passer, ça présente la situation sur la problématique d'inflation, sur les problématiques de dette, les taux directeurs, qui en Europe, d'ailleurs encore cette semaine, la BCE a baissé son taux directeur à 2,25. Ça resitue le contexte, mais je vais pas rentrer dans le détail. Vous pourrez aller lire ça, il n'y a pas grand-chose de nouveau, je dirais, dans cette partie-là. Par contre, si on regarde effectivement le deuxième volet, qui est avec les 4 pistes d'amélioration, on retrouve il est urgent de passer à l'action par une mobilisation générale selon les 4 dimensions, donc l'ancrage de la souveraineté monétaire, la reconquête de la souveraineté budgétaire, travailler plus et mieux en France et activer les atouts économiques de l'Europe. Donc sur la partie monétaire, ancrer notre souveraineté monétaire, ce qu'il en retient surtout, c'est l'euro numérique. Donc en fait on retrouve la Banque de France, vous avez déjà constaté qu'elle elle faisait écho de ce que dit la Commission sur ces sujets-là. Donc c'est pas non plus une grande surprise, mais en tout cas ça permet de rappeler que faut pas s'attendre à une vision bien divergente de la Banque de France vis-à-vis de ce que va faire la BCE et de ce que va faire la Commission européenne. Donc sur le sujet, il rappelle que l'euro numérique, en complément des espèces, on note ça, on en reparlera plus tard, si jamais, enfin quand ça sortira, si ça sort, donc une souveraineté européenne dans les systèmes de paiement,
dominée par des acteurs non européens. Donc c'est ce qu'on évoquait dans l'épisode précédent, hein. C'est l'argument de vente de l'euro numérique, c'est que aujourd'hui tous nos paiements en Europe sont dominés par des acteurs non européens, donc Visa, Mastercard, Apple Pay, Alipay, PayPal, tous ces gens-là, et voilà, et qu'il fallait retrouver cette souveraineté dans les paiements et que l'euro numérique était la solution. Alors bon, ce que je disais, c'était que non, il faut des acteurs privés européens, très bien, mais pas besoin que les puissances publiques s'en mêlent et viennent que la BCE soit la banque qui gère notre argent. Il suffirait d'avoir des acteurs européens privés concurrents de Visa, Mastercard et autres, tout simplement, pour obtenir en quelque sorte cette souveraineté sur les paiements. Donc il y a un petit focus sur l'euro numérique. Deuxième point, donc souveraineté budgétaire. Donc toujours pareil, hein, avec du rappel sur la dette, avec voilà, la dette aujourd'hui 113% du PIB, blablabla. Rien de nouveau, hein, attention, c'est pas la révolution, ça fait juste un état des lieux. Alors après, voilà, les Français sont désormais très nombreux à s'en inquiéter. Bon, je pense que certains Français, ça fait très longtemps qu'ils s'en inquiètent. Peut-être que pour certains c'est tout nouveau, mais le problème n'est clairement pas nouveau. Hein, ce qui contribue à la surépargne. Donc là déjà on met l'accent sur cette épargne abondante, cette épargne pléthorique. Vous faites trop d'économies, pour ceux qui ont la chance de pouvoir en faire, et c'est pas bien. Là le petit message, la petite musique qui se met en place, hein, c'est voilà. Vous faites trop d'économies, c'est pas bien, il va falloir penser à dépenser votre argent. Donc la charge d'intérêt de la dette pèsera dans 2 ans autant que le budget du ministère de l'Éducation nationale. Ça tombe bien, c'est exactement ce que l'élève Bayrou a dit 5 jours plus tard dans ses transparents, dans sa présentation. Donc voilà, à nouveau une copie par le Premier ministre de ce qui était dit par la Banque de France. La cause principale de cette maladie est connue, les dépenses publiques augmentent plus vite que les recettes. Ah bon, on n'était pas au courant, on a un problème de dépenses qui vont plus vite que les recettes, hein. Je vous rappelle, c'est à peu près 150 milliards par an de différence qui s'empilent tous les ans. On a 150 milliards de déficit qui s'empilent, donc on en est aujourd'hui à 3300 milliards de déficit, et ça nous coûte cette année, donc ça nous coûte 60 milliards de charges de la dette, donc rien que les intérêts, non pas le remboursement de la dette, parce que la dette on ne la rembourse clairement pas, mais les intérêts que l'on paye auprès de nos créanciers, c'est 60 milliards par an. Donc voilà, et donc sur ce sujet-là budgétaire, donc le gouvernement s'est engagé à ramener le déficit à 5,4% en 2025. Bon, je pense qu'il n'y a plus grand monde qui y croit, mais bon, en tout cas, tant qu'ils disent pas le contraire, c'est toujours leur ligne directrice. Forcément, ils diront, bah, finalement, tout comme pour la croissance, ils ont fait le budget sur 0,9, et là, dès le mois d'avril, ils disent, bah, finalement, la croissance, on pense plutôt que ce sera 0,7%. Donc là, l'objectif de 5,4%, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui y croit vraiment. Mais bon, c'est toujours la ligne directrice. Ça doit rester le cap. En tout état de cause, les dépenses doivent être strictement tenues sous les plafonds prévus. Oui, bien sûr, c'est une belle intention. Donc les 3% à l'horizon 2029. Il s'agit de limiter la croissance de nos dépenses primaires, hors charge d'intérêt et net d'éventuelles mesures fiscales. Bah oui, sauf qu'il faut quand même prendre en compte cette charge d'intérêt, parce qu'aujourd'hui c'est 60 milliards, et en 2029 ils annoncent 100 milliards, donc il y a quand même 40 milliards de plus de dépenses de charges, donc liées au remboursement des emprunts, des intérêts de l'emprunt. Donc si on ne tient pas en compte, voilà, il y a quand même 40 milliards de différence dans les 3-4 ans qui viennent, quoi. Bref, il s'agit de limiter la croissance de nos dépenses primaires à 1,2% par an, en valeur d'ici 2029, ce qui reviendrait à stabiliser nos dépenses totales en volume. En fait, en disant ça, parce qu'en fait, en gros, ils partent sur un objectif de croissance à 1,2% par an en moyenne, donc 0,7 cette année, mais ils ont espoir que ça va remonter justement dans les années à venir. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'en disant ça, on ne va pas faire des baisses de nos dépenses primaires, sachant que donc les dépenses secondaires vont augmenter, mais ils n'ont pas voilà. L'intention, c'est ne pas baisser les dépenses, c'est juste de les stabiliser et qu'elles n'augmentent pas plus que la croissance. En espérant je sais pas quoi, peut-être que les recettes augmentent plus vite que la croissance et qui permettrait donc de réduire le déficit, non pas réduire la dette, hein, on en est loin de là, parce que pour réduire la dette, je vous rappelle, il faut arriver à un exercice qui soit positif. Or aujourd'hui,
depuis plusieurs années et pour les années qui viennent, on a un déficit qui, en tout cas, en ce moment, c'est 150 milliards. Donc on a 150 milliards d'euros de déficit à réduire pour commencer à avoir un exercice budgétaire positif qui permettrait de commencer à réduire la dette. Vous voyez ? Donc là, on est en train de parler de... là, il parlait de 40 milliards qu'il fallait pour cet exercice, enfin pour le budget 2026, qu'ils allaient chercher 40 milliards. Ok, super, on va passer d'un déficit de 150 milliards à 110 milliards. D'ailleurs, si c'est le primaire, sans prendre en compte le fait que les intérêts vont augmenter et qu'au lieu de 60 milliards cette année, je sais pas, l'année prochaine, on va rembourser 70 milliards, bah voilà, il y a déjà 10 milliards de bouffées à cause de cette charge de la dette. Voilà. Mais toujours est-il qu'on sera... leur objectif, de toute façon, c'est toujours d'être déficitaire. C'est pas d'avoir un exercice positif. Ben, bonne chance, parce qu'en fait, là, on est à 3300 milliards cette année. Enfin, on débute 2025 à 3300 milliards, donc fin 2025, on va être à 3450 milliards à peu près, et ainsi de suite. On va arriver, les 4000 milliards, à ce rythme-là, c'est dans 5 ans, 6 ans, quoi. Donc voilà, à l'horizon 2030, on va faire péter les 4000 milliards de dettes. Et donc toujours sur ce sujet, l'effort sur les dépenses doit être élargi à l'ensemble des administrations publiques, y compris sociales et locales. Donc là, c'est la Banque de France qui se permet d'avoir, et on va revenir, parce que ça apparaît plusieurs fois, en fait, quand vous lisez la lettre, bon, en gros, il y a une vingtaine de pages, hein, si vous enlevez les pages vides, il y a une vingtaine de pages, ça se lit assez bien. Je vous conseille de le lire, de faire votre propre opinion, bien entendu, hein. Mais plusieurs fois dans ce document, ce que j'ai ressenti, c'est que la Banque de France se permet de donner des recommandations politiques, et pas seulement sur le budget de la France, mais de comment tenir le budget, comment arriver aux objectifs. Donc là, voilà, l'effort sur les dépenses doit être élargi à l'ensemble des administrations publiques, donc y compris sociales et locales. Quand on parle des administrations sociales, hein, c'est la moitié du budget de la France, hein, 800 milliards par an. Donc la sécurité sociale, la retraite, la santé, le chômage et ainsi de suite, quoi. Donc, voilà, donc la Banque de France se permet d'émettre un avis, on va dire, sur comment gérer le budget. Et donc le troisième volet, travailler plus et travailler mieux. Bon, je vais pas trop m'appesantir là-dessus, hein, parce que si vous avez écouté votre Premier ministre, vous avez déjà les infos. Donc ça reprend, en fait, le Premier ministre avait présenté une courbe qui montrait que le taux d'emploi pour les jeunes et les seniors était inférieur aux voisins européens. C'est exactement ce qui est dit dans ce document de la Banque de France. On retrouve effectivement dans ce document voilà ce que je disais, des recommandations qui est plus de l'ingérence politique qu'une vision sur la gestion du budget de la France. Par exemple, il apparaît aujourd'hui difficile d'augmenter les prélèvements pour financer notre système de retraite, alors que la France occupe le premier rang européen en matière de prélèvements obligatoires. Il faut donc agir sur les divers leviers de dépenses dans le dialogue social en cours. Un effort supplémentaire pourrait aussi être demandé aux retraités les plus aisés. C'est marrant, alors que justement hier, je crois que c'est hier, Amélie de Montchalin remettait une pièce dans la machine sur la suppression des 10% d'abattement pour les retraites, donc pour le paiement des impôts. Une part minoritaire de retraite par capitalisation pourrait être progressivement développée. Donc là, c'est pareil, c'est une vision, enfin c'est clairement de l'ingérence politique, hein, venant de la Banque de France. C'est pas à la Banque de France d'avoir ce genre d'avis. Et donc, quatrième volet, activer les atouts de l'Europe, forcément, l'Europe. Et donc, il faut investir mieux. Donc, il refait référence au rapport Draghi, avec les besoins de 700 à 800 milliards d'investissements, donc sur la transition environnementale, la transition numérique, l'innovation. Donc, voilà. Ça, on en avait parlé aussi dans un épisode précédent. Hein, je vous renvoie à ça. Et donc, alors, pour mieux catalyser ces investissements privés, nous disposons d'une ressource abondante, l'épargne financière privée européenne, qui représente un flux annuel glissant de 1080 milliards d'euros au troisième trimestre 2024. Voilà, son excédent par rapport à l'investissement s'élève à 430 milliards d'euros sur la même période. Pour y parvenir, il nous faut promouvoir une véritable union pour l'épargne et l'investissement. Donc il revient sur ce sujet, on en a également parlé plusieurs fois dans plusieurs épisodes précédents, mais ce projet-là,
poussé par la Commission, mais vous voyez, poussé aussi par la Banque de France et d'autres banques nationales, bien entendu. Petit à petit, ça se met en place. On devrait avoir d'ici juin, je crois qu'elle avait dit, ouais, au deuxième trimestre, qu'on aurait plus d'infos sur comment ils veulent mettre en place cette union de l'épargne et de l'investissement. Il est prioritaire de développer plus largement le financement en fonds propres. Donc ça, c'est typiquement les sujets de capital risque, private equity. Ce qu'ils disent, c'est qu'il faut que l'argent soit plus investi justement dans ces sociétés non cotées pour stimuler le développement. Et on rejoint exactement le discours ou ce qui a été présenté pour le financement de la défense, le réarmement militaire. Je vous renvoie également encore à un épisode précédent. Voilà, ce qui est proposé, c'est que BPI France va lancer un fonds d'investissement en private equity et qui sera ouvert à la population, comme ils ont déjà plusieurs fonds de ce type ouverts, pour financer les entreprises non cotées, pour qu'elles puissent investir et être prêtes à répondre à la commande publique qui viendra donc du ministère de la Défense, dans le cadre du développement de la défense, des besoins d'augmenter le budget de l'armée. Donc ils reviennent aussi là-dessus. Étonnamment, dans ce document, ils ne reparlent pas des 300 milliards d'euros qui sont mal investis parce qu'ils ne sont pas investis en Europe. Bon, la supervision européenne exercée par l'ESMA, ça c'est aussi un sujet qui est moins grand public, mais qui est aussi un sujet de débat et de divergence de point de vue pour l'instant au sein de l'Europe, sur en gros que les banques commerciales soient encore plus chaperonnées par une entité européenne. Voilà, c'est un peu ce que j'ai relevé dans ce document de la Banque de France. Donc encore une fois, je vous invite à aller le lire directement si vous voulez vous faire votre propre avis. Ce qui est étonnant dans ce document, c'est le parti pris politique, en tout cas les recommandations qui vont au-delà de la problématique de la situation du budget. Voilà, il se permet de faire des recommandations politiques. Je trouve que c'était un peu le sujet que je trouvais vraiment dérangeant dans ce document, au-delà des sujets classiques de euro numérique, union de l'épargne et de l'investissement, enfin tous ces sujets qui sont dans l'air et qui vont petit à petit, à force d'être martelés, vont se mettre en place. C'est tout pour cette fois, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de JCP.